Nous avons fait le barrage de Karita qui fait 240 MW. Nous avons commencé à construire le barrage de Soifiti qui fait 450 MW. Nous avons lancé l'appel d'offres du barrage de Koukountamba dans le cadre de l'OMVS qui fait 200 MW et qui va pouvoir surtout servir le Sénégal et le Mali. Nous avons lancé, nous serons en train de finir l'étude de faisabilité de Foumi. Le barrage de Foumi est très important, pas parce qu'il donne 90 MW, mais parce qu'il va permettre d'irriguer en Guinée plus de 100 000 hectares en Guinée, plus de 100 000 hectares au Mali, plus de 100 000 hectares au Niger et au Tchad. Donc c'est un barrage qui est fondamental. Donc, notre première bataille aujourd'hui, c'est l'énergie. C'est pourquoi, lors du COP21, nous avons exigé qu'on nous accompagne pour l'énergie, ce que nous avons obtenu. Ensuite, après l'énergie, c'est évidemment la maîtrise des nouvelles technologies. L'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. Nous ne devons pas rater la 4e révolution industrielle. Cela est fondamental. Mais si nous ne pouvons pas le faire, comme dit le président Labad, si nous n'avons pas l'énergie, parce que l'énergie nous permet de... Comment voulez-vous que les enfants puissent aller sur Internet aussi s'il n'y a pas d'énergie? Nous avons fini la condition de 4000 km de fibre optique qui est l'autoroute. Maintenant, nous commençons à construire la fibre optique entre l'autoroute et la ville. Ensuite, nous allons construire avec la collaboration de la Chine 4 grandes universités et surtout, nous développons l'enseignement professionnel. Car malheureusement, souvent l'enseignement supérieur en Afrique forme des chômeurs. Donc, nous devons privilégier l'enseignement professionnel et surtout, nous devons faire en sorte que notre enseignement soit au service de notre économie. À quoi ça sert de former des licenciés en droit dans un pays où notre force, ça sera les mines, l'énergie et l'agriculture? Nous bénéficions des recherches des autres. Kagame, le Premier ministre tibétain, nous donne les variétés de café arabica les plus performantes. Donc, nous avons coopéré aussi avec nos frères du Burkina, qui vont non seulement nous donner des semences de coton, mais aussi nous envoyer des encadreurs, parce que la Haute-Guinée, c'est la savane. Comment pouvez-vous expliquer que le Mali puisse faire 500 000 tonnes de coton, et que nous, on était à 20 000, on est tombé, quand j'arrive, on était à 2 000. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire autant de coton que le Mali? Alors nous allons relever ces défis. Ensuite, aussi le sésame, parce que nous voulons que nos paysans développent la culture d'exploitation sésame. Grâce à notre frère ami Bourari et au Brésil, nous allons lancer la production de soja. Donc, notre agriculture doit être la base de notre développement. Non seulement les cultures vivrières, mais les cultures d'exportation. Mais nous ne voulons pas... L'Ebola nous a donné une leçon. Il faut transformer nos matières premières sur place. Donc, nous ne faisons pas seulement d'anacarde, en même temps nous faisons 2 usines d'anacarde. C'est-à-dire à partir de l'année prochaine, notre anacarde ne sera pas exportée brute. Hier, on importait du ciment, aujourd'hui on est devenu exportateur de ciment. Hier, on importait la farine, aujourd'hui on est devenu exportateur de farine. Grâce à la coopération avec le Maroc, la Guinée va être le premier pays en Afrique à atteindre l'objectif de 50 tonnes d'engrais par paysan, grâce à la coopération avec le roi du Maroc. Nous allons aussi développer, avec la bienveillance du président du Zimbabwe, nous allons aussi développer la culture du maïs blanc. Parce que le Maroc importe chaque année 2 millions de tonnes de maïs des États-Unis. Donc, en coopération avec le Maroc, nous allons donc faire du maïs blanc et exporter une bonne partie au Maroc. Le roi du Maroc nous vend 100 000 tonnes d'engrais et au prix sans subvention. Parce que quand nous on achète l'engrais à 100 francs, on vend au pays à 50 francs. Donc il nous vend l'engrais au prix auquel on donne aux paysans. Ce qui va nous permettre donc d'utiliser l'engrais non seulement pour les cultures vivrières, mais aussi pour les cultures d'exportation. Donc, l'Afrique, nous avons une population jeune. C'est une chance, mais aussi un danger. Une chance si nous arrivons à leur donner du travail. Mais une bombe si nous n'arrivons pas à leur trouver du travail. Le terrorisme, pourquoi? La pauvreté et l'injustice. Plus nous luttons contre la pauvreté, moins il y aura le terrorisme. On ne pourra jamais vaincre le terrorisme par les armes. Nous ne pourrons vaincre le terrorisme que si nous développons et qu'il y a une juste répartition des richesses au niveau des populations les plus vulnérables, qui sont des jeunes et les femmes. Ensuite,
l'intégration économique. Mais nous avons beaucoup de bauxite. On peut faire dans les mines, mais pourquoi pas d'aluminium? Si vous avez remarqué, en Afrique avant, on utilisait beaucoup de bois pour les portes. Mais maintenant, on utilise de plus en plus d'aluminium. Ça veut dire que l'aluminium, nous avons non seulement le marché chinois, mais nous avons le marché africain. C'est-à-dire que l'Afrique sera demain un marché plus important pour l'aluminium que la Chine. Mais nous ne faisons pas attention au changement en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement la Chine. Nous avons les mêmes avantages avant que la Chine. Nous avons une main-d'œuvre moins chère. Mais on n'avait pas la même technologique. Il y a un changement fondamental qui vient de se faire aujourd'hui. Le développement de la Chine était basé sur l'exportation. Aujourd'hui, le développement de la Chine va être basé sur le développement interne. Ça veut dire que la main-d'œuvre sera de plus en plus chère. Au moment où on a une main-d'œuvre moins chère, on maîtrise la technologie, ça veut dire qu'on a un double avantage. Non seulement c'est un grand marché africain si nous avons une éducation économique, mais nous allons devenir l'usine du monde et remplacer la Chine. Car si nous transformons les matières premières sur place, cela... Mais cela suppose que nous changions nos petits nationalismes. Vous savez, l'Afrique, on dit que nous sommes l'avenir du monde, c'est vrai. Mais pour cela, faudrait-il que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous-mêmes. Ce qui manque à nous, chefs d'État africains, c'est que souvent, on n'a pas confiance en nos hommes d'affaires. On pense que les Européens font mieux. Mais, il commence à y avoir un changement. Dernièrement, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, j'ai été avec mon frère, jeune frère Macky Sall, à Diamniadio. On a vu là, on commence à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et ils peuvent développer mieux que les étrangers. Perdons le complexe, parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, plus que les anglophones d'ailleurs, ce complexe... Mais je crois que les choses commencent à évoluer. Car l'Afrique doit prendre son destin en main. À Deauville, il se fait au mois, on avait mis les grandes puissances en garde. N'intervenez pas en Libye. Votre intervention va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous. Qui connaît comment la Libye était gouvernée, c'est que si Kadhafi n'est pas là, chaque Libye va prendre son indépendance. Donc il n'y a pas d'État comme dans la Somalie. Et tout le monde savait que la Libye était un arsenal. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous subissons. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Union africaine a été financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance? Mais cela est en train de changer. À Kigali et à Addis, nous avons décidé que chaque pays africain consacre désormais 0,2% de ses importations à financer. Donc ce financement va dépasser les besoins de fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons décidé qu'on continue et on met le reste à la Banque de développement chez mon frère Dessina pour qu'il puisse davantage financer. Ensuite, le président Kagame a proposé des réformes extrêmement importantes. Quand il y a un sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon, tous les 6 à 10 heures, tous les chefs d'État sont dans la salle à 10h moins 5. Nous, quand on dit 10 heures, chaque fois ça va à midi. Si on commence à midi, on a commencé tôt. Vous avez des présidents qui viennent jusqu'à 10 ça, et la matinée, ils prennent l'avion et repartent, alors que la conférence dure 3 jours. Pourquoi? Et ensuite, nous sommes fatigués par les ministres des Affaires étrangères, ou même des ambassadeurs. Nous avons donc décidé désormais que seul, s'il n'y a pas un président, seul le vice-président ou le premier ministre prendra la parole. Celui qui envoie son ministre des Affaires étrangères, il n'aura pas la parole, encore moins un ambassadeur. Et beaucoup d'oiseaux de mauvais augure pensaient que l'arrivée du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que les chefs d'État africains ont compris qu'aujourd'hui,
avec le danger du terrorisme, l'immigration clandestine, l'accès au développement, l'énergie, la lutte contre le climat, nous ne pouvons pas nous diviser sur un seul problème. On peut avoir des divergences, mais ce qui nous unit est plus important. La preuve, le Maroc est rentré par consensus et l'Union africaine est ressortie plus forte qu'avant. Voilà le changement donc. Donc, nous avons fait un accord stratégique, mais attention, notre accord stratégique ne veut pas dire qu'on donne une mine à la Chine, non. On dit, tant, vous nous donnez tant de milliards pour telle infrastructure. Donc, ça correspond à quoi au niveau de la bauxite? Si ça correspond à 2 milliards de tonnes de bauxite et que nous avons 4 milliards, évidemment, on ne vous donne pas la bauxite. On vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards, à partir de 2 milliards maintenant. On ne va pas commettre l'erreur que les Israéliens avaient fait en donnant contre prêt des mines qui étaient beaucoup plus importants que le prêt que la Chine donnait. Nous avons tiré des leçons aussi de cela. Donc, il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a pris davantage de faire une usine de ciment, pourquoi je vais en faire en Guinée? Ça n'a pas de sens. Malheureusement, nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui amène les pays africains à faire les mêmes choses. Il faut que vous amenez les chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les activités économiques et commerciales. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire, en souhaitant que nous collaborions pour transformer la matière première sur place. Tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est de l'autre côté, on dit les migrants. Voilà. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre, je suis plus âgé qu'eux. Donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue de l'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains.